Bonsoir Natacha. Bonsoir. Bonsoir, fidèle public. Nous sommes, vous le savez, dans le cycle des conférences qui sont organisées par la librairie de la Place aux Hermes, avec le partenariat de la communauté de communes du Pays d'Uzès qui nous permet d'être dans cette belle salle que je remercie, ainsi que toute l'équipe de l'Ombrière qui nous reçoit, qui fait en sorte qu'on soit bien éclairé, bien placé, bien accueilli. Et puis, merci, Monsieur le maire, de votre présence. Merci à toutes et à tous. Donc. Alors, Natacha, je vais peut-être me permettre dans un premier temps avant qu'on en vienne à la nuit au cœur, de dire quelques mots sur qui vous êtes, votre parcours, puisque vous êtes journaliste, donc romancière. Vous avez vécu à l'île Maurice, dont vous êtes originaire, et où vous avez commencé votre carrière d'ailleurs de journaliste là-bas, à l'île Maurice. Alors moi, j'ai lu avec un plaisir immense, et je vais le faire rien que pour me faire plaisir, que votre nom est Natacha Devi Pattareddy Apana. Quelle musique, mais j'adore. Pattareddy, Devi Pattareddy Apana. Waouh. Et vous descendez d'engagés indiens émigrés à Maurice. Alors il faut savoir que les engagés indiens sont les Indiens qui sont venus remplacer les esclaves dans les champs de canne à sucre à l'île Maurice. Et d'ailleurs, ça a été le thème de votre premier roman en 2003, qui était intitulé « Les rochers de poudre d'or » aux éditions Gallimard, qui justement évoquait l'épopée des travailleurs indiens engagés. Je tenais beaucoup à le souligner parce que j'aurais un petit mot sur cette question. Alors, vous étiez déjà installé en France depuis 1998, où vous poursuiviez déjà votre carrière de journaliste en presse écrite et radio, quand vous avez commencé ces publications. Il y a eu beaucoup d'autres ouvrages entre ce premier roman et aujourd'hui. Peut-être noter Tropique de la violence en 2016, qui a remporté énormément de prix. C'est un roman qui est issu de votre expérience, de votre séjour à Mayotte, où vous avez découvert une jeunesse à la dérive et vous avez pris la plume pour nous en parler. Et puis donc aujourd'hui, où on vous accueille pour La Nuit au cœur, paru chez Gallimard, pour lequel vous avez reçu le prix Femina. Et puis on a eu un immense plaisir quand on a appris que vous aviez reçu le prix Goncourt des lycéens et aussi le prix Renaudot des lycéens. Alors La Nuit au cœur, alors ça relate l'histoire de trois femmes victimes de violences conjugales, qui ont été prises vraiment sous le joug de la violence de leur mari, de leur compagnon. Ces trois histoires qui s'entrelacent, ça m'a mis dans l'intranquillité, en me disant comment je vais reprendre pour cette animation avec vous ces histoires, des histoires qui s'entrelacent. Il y a la vôtre, Natacha, puisque vous avez vécu sous l'emprise d'un homme violent pendant près de 7 ans. Et puis il y a votre cousine, Emma, qui a été tuée par son mari, qui l'a poursuivie avec sa voiture et qui l'a écrasée. Et puis il y a eu Chahinez Daoud, tuée en pleine rue à Mérignac par son mari. Elle va être immolée après qu'il lui ait tiré dessus pour pas qu'elle puisse s'enfuir. Et ces femmes sont mortes sur la voie publique. Ils ne se sont même pas cachés. Ils étaient déterminés à leur donner la mort. Et la mort de Chahinez vous a véritablement, je vais dire, convoqué. Parce qu'à partir d'elle, vous avez évoqué, je vous ai entendu à plusieurs reprises dans des interviews dire que c'est là que la mémoire s'est remise en route pour vous et que vous avez repris votre expérience pour en faire une matière littéraire. Et La Nuit au cœur nous permet justement de rencontrer ces femmes. Et je dis bien rencontrer parce que ce ne sont pas des faits divers. Et c'est là où la langue joue ce rôle absolument fondamental que vous nous offrez. Ce sont des femmes, ce sont des mères. Vous les habillez de dignité, de générosité, de fragilité, mais de force aussi. Et vos mots les font aussi sourire, rire. Le rire de Chahinez, on l'entend quand vous l'écrivez. J'avais l'impression d'être avec elle, qu'elle était là tout près. Vous les avez fait aimer, pas seulement pleurer,
pas seulement être des êtres paniqués ou traqués. Donc il y a quelque chose d'extrêmement lumineux. Vous mettez de la lumière sur qui elles étaient, vous les rendez totalement vivantes. Et vos descriptions évitent qu'elles soient figées comme on peut le voir dans des faits divers, où là les femmes sont, j'ai envie de dire, dénudées, annulées, qui sont des êtres éphémères, qui sont faites pour être oubliées. Quand on lit un fait divers, on le lit, paf, on tourne la page et c'est passé. On n'arrive même pas à éprouver la vie de ces femmes. Donc vous nous avez permis de les rencontrer. C'est nos sœurs, nos mères, nos cousines, nos voisines, nos collègues. Mais en même temps, c'est douloureux parce qu'elles sont tout proches. Elles sont avec nous. Et à travers elles, on a vibré alors, par le prisme de la violence. On a abordé les questions du temps, les questions de la mémoire. Et vous cherchez à questionner tout au long de ces histoires la juste distance dans les relations humaines, dans les relations amoureuses, dans les mouvements du corps. D'ailleurs, les corps de ces femmes qui courent pour échapper à la mort, pour échapper à la violence. C'est aussi la juste distance des émotions, les émotions qui s'emballent. J'avais le sentiment tout le temps que vous cherchiez le juste écart pour éviter les coups, la mort, la violence. Ça pose clairement c'est quoi aimer, jusqu'où on s'aime, jusqu'où on ne s'aime pas, où on ne s'aime plus, et comment l'amour peut devenir la mort. Alors, je me suis dit, justement, cette intranquillité dans laquelle vous m'avez mis sans le savoir, je me suis dit, j'ai envie de démarrer, de commencer, de respecter votre chronologie, parce que dans un premier temps de votre récit, ça démarre sur une scène cinématographique. C'est-à-dire que vous évoquez ces trois hommes, MB, RD, HC. Vous les mettez dans une pièce, vous les enfermez. Ils sont privés de toute possibilité de s'exprimer. Et d'ailleurs, vous avez dit lors d'un de vos interviews que vous vouliez leur dire ainsi « Aujourd'hui, la langue m'appartient et c'est à vous de garder le silence et d'écouter cette histoire. » Et vous avez écrit « Ici, dans cet endroit qui ressemble à un envers où toutes les saletés sont à nu, ils seront cet ouvrier, cet employé et ce poète, bouche fermée, à la merci de cette histoire. » Alors ma première question va être là. Est-ce qu'il était nécessaire de les immobiliser, de les museler pour permettre le souvenir et pour permettre la mobilité de votre pensée et donc du souvenir, aussi net soit-il, aussi cru soit-il, pour pas qu'il soit sali par ces bourreaux qui pourraient d'ailleurs vouloir se faire passer pour victimes. Est-ce qu'il fallait commencer par ça, l'immobilité, pour rendre mobile la pensée et faire advenir les mots? Merci et bonsoir à tous. Merci pour cette très belle introduction, très juste. Il me semble que l'écriture, le gros de l'écriture, le dur de l'écriture, la chair de l'écriture, parfois obéit peu à la chronologie qui existe une fois que le livre est sorti. Je n'ai pas commencé l'écriture avec ce chapitre-là. J'ai commencé l'écriture avec la première partie, c'est la partie qui me concerne directement, qui s'appelle L'angle mort. Mais avant de parler de l'écriture, je veux quand même dire que c'est un livre que j'ai en effet envisagé, commencé à envisager, commencé à imaginer le lendemain de la mort de Shahinez Daoud à Mérignac. J'habitais à Bordeaux à l'époque. Et c'est une mort qui d'abord nous frappe comme étant un autre fait divers, une sorte de ressassement, de répétition. Mais pour moi, il m'est apparu comme un appel, comme une convocation, comme une sorte d'alarme intime, à la fois de ma place au monde et à la fois de ma place d'écrivain au monde. Pendant la semaine qui a suivi la mort de Shahinez Daoud,
plusieurs éléments qui étaient en parallèle avec la mort de ma cousine Emma et ma propre expérience de violence pendant les 7 années de ma vie. C'est la manière dont l'amour, le poison de la violence, qui souvent dans la conjugalité reste dans les 4 murs de la maison, cette manière qu'elle a d'aller à l'extérieur, d'aller sur la voie publique et d'être définitive, d'apparaître comme une exécution publique. Shahinez a été tuée dans la rue. Emma, ma cousine aussi, et les 2 ont été abandonnés aux yeux de tout le monde, dans l'horreur et aussi dans l'annihilation de leur corps. Et je me suis souvenu que moi aussi j'avais couru et que moi aussi, dans ce moment où j'ai cru que cet homme allait me tuer, ça se passait au dehors. Il y a eu là une sorte de sédimentation très étrange entre la cacophonie du fait divers, toutes ces voix étranges, politiciennes, judiciaires, des voix de voisins, des voix de personnes qui veulent juste apparaître dans les médias, la voix de la mémoire, du souvenir qu'avait été ma cousine et que j'avais presque complètement oublié, et une sorte de mémoire intime qui remontait. Et peut-être c'est le moment où je me suis sentie prête à écrire cela. Et j'ai commencé par cette partie-là. Mais quand je commence l'écriture, plusieurs années se sont écoulées. J'ai envisagé ce livre en 2021 et j'ai commencé l'écriture en 2024 seulement. Et à ce moment-là, quand j'écris ma partie, il se trouve qu'avec les années de travail, j'ai rencontré les parents de Shahinez, ses enfants, ses sœurs. J'ai rencontré la famille d'Emma, j'ai parlé à ma propre famille, j'ai lu énormément de livres. J'avais cru croire, non, c'est pas bien ça. Vous aviez cru. J'ai cru que je pouvais écrire ce livre en ne parlant pas des hommes. Je voulais, à un moment donné, mon intention littéraire, c'était ça. C'était de les effacer comme eux, ils ont effacé leurs femmes. Et pourtant, quand j'écris toute cette partie qui me concerne, c'est un moment où finalement, comme je connais Shahinez Daoud, je connais aussi son mari. Comme je connais Emma, j'ai appris aussi à connaître Erdé. Et il m'apparaît que ces hommes-là, au contraire de tout ce qu'ils veulent dire et tout ce qu'ils veulent laisser paraître, ce sont des hommes qui ont connu l'amour de leurs parents, l'amour de leurs frères et sœurs, et qu'ils ne s'inscrivent pas dans une sorte de lignée de la violence, qu'ils aient été à un moment incapables de faire autrement. Et cette pièce, ce premier chapitre-là, il est pour moi l'occasion de dire ça, de brosser leur portrait dans leur complexité, mais de dire aussi que, en réalité, ils avaient le choix. Oui, et alors c'est en effet, vous les tenez en joue là, parce qu'ils sont dans la pièce, mais votre première phrase est incroyable, vous dites « ils ne sont pas entièrement mauvais ». C'est sobre, mais ça rappelle la banalité. Ils ne sont pas entièrement mauvais. Non, ils ne sont pas entièrement mauvais parce que quand arrive le temps du fait divers et le temps de la justice, on aime à les imaginer comme étant des êtres qui seraient l'incarnation du mal, l'incarnation de quelque chose qui est très étranger à nous, très loin de nous. Et moi, les connaissant, je savais que non. Je savais qu'ils avaient en eux ce côté très ordinaire que nous pouvons avoir. Nombre de personnes m'ont dit « Ah, mais il était très généreux, c'était un bon frère, il était très intelligent. » Et c'est à prendre en compte aussi pour que nous puissions regarder en face ce qui se joue là. Qu'est-ce qui fait que l'amour se transforme en poison? Et alors justement, ça sera ma deuxième question, pour que
qu'on comprenne, parce que vous savez bien que dans ces situations, il y a de la stupéfaction, mais il y a aussi de l'incompréhension de la part, on va dire, de nous tous peut-être. Et on va rentrer justement dans cette relation parce que elles sont, vous dites, ça s'est passé sur la voie publique, mais ce qui ne se voit pas et qui ne se passe pas sur la voie publique, c'est comment la relation avec cet homme, avec ces hommes, se construit. Et moi, j'ai été très intéressée par ce que vous appelez le grooming. Alors, je ne sais pas si je le dis bien parce que je ne suis pas du tout anglophone, mais qui, en langue française, est resté dans le domaine de la toilette, être bien soigné, bien peigné. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez parce que là, on peut percevoir, on touche l'intime de ce qui peut se passer et de ce qui peut entraîner cette bascule. Qu'est-ce que c'est que le grooming ? Je le dis bien ou pas ? Non, je le dis mal. Oui. Bah, d'accord, je ne suis pas anglophone du tout. C'est le grooming. Le grooming. Le grooming. Le grooming est un mot qui existe en anglais et qui explique ce procédé où un adulte tourne autour, séduit un adolescent, le met en confiance, lui fait croire qu'il est le centre de son monde, le contrôle, voilà, et finit par prendre en main à la fois son sens moral, sa spiritualité et son corps. Le grooming en français, ça veut dire toiletter. Mais il y a un autre mot qui n'est pas tout à fait la traduction littérale du terme, qu'on utilise un peu aujourd'hui, qui s'appelle le pédopiégeage. Mais c'est pas tout à... Bon voilà, c'est parce qu'il n'existe pas de traduction exacte qu'on a trouvé une expression. Le grooming, c'est ce qui m'est arrivé. Mais ce n'est pas arrivé ni à Chahinez ni à Emma, parce qu'elles étaient déjà des adultes. Elles ont, été victimes de l'emprise et du contrôle coercitif. Le grooming, c'est vraiment toiletter quelqu'un à la fois de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. C'est le laver de lui-même, le laver de ses valeurs, de son sens moral, mais d'une certaine manière aussi, et ça je parle parce que ça m'est arrivé, c'est le laver également de tous ses désirs, de son ambition, de ses rêves et du lien qu'il peut avoir avec sa version adulte de lui-même. Tout adolescent, tout enfant a une sorte d'image de lui adulte et le grooming fait que ce lien-là est rompu. Mais vous ne pensez pas que ça peut aussi se jouer entre deux adultes, un adulte qui pourrait être peut-être infantile finalement, parce que si vous permettez, je vais reprendre vos mots. Vous dites « HC m'a retourné comme un gant et dans ma chute, à mesure que je sombrais dans ses bras, molle et attendrie, je devenais indifférente à ma famille, je me désensibilisais au monde en surface, à mes amis, à mes études, à mes ambitions, et bientôt, l'échelle même de ma morale en fut restructurée. Où était le bien, où était le mal ? Il m'avait lavé de moi-même. À lire ces mots, on pourrait croire à une emprise uniquement psychologique et morale. À lire ces mots, on pourrait croire à un envoûtement spirituel. Mais il y a le corps, sa prise en main, son éducation, sa domestication et enfin son asservissement. Il y a le sexe aussi, sa découverte, son usage, ses règles, son pouvoir, sa corruption et sa violence. Et je trouve certes, elles étaient plus âgées, c'est vrai, Emma et... Elles étaient plus âgées et pour Chahinez Daoud, elle avait déjà eu un premier mariage. Oui. On ne peut pas du tout parler de grooming, elle avait déjà eu un enfant. Pour Emma, elle était adulte aussi. Et leur mariage avait commencé dans le plus beau des contextes. Ils étaient tous les deux très beaux, les familles étaient très contentes. C'était non seulement un mariage de raison, mais un mariage d'amour. C'est à partir du moment où Emma veut devenir indépendante, veut créer son entreprise, veut s'échapper, en réalité, je ne sais pas pourquoi j'utilise le mot échapper, en réalité c'est parce qu'elle veut autre chose pour elle-même. Oui. Elle a un autre désir et c'est à ce moment-là que le rapport de force bascule.
Oui, c'est quand il y a un autre désir. Elle ne veut pas échapper au départ. Non. Elle veut exister par elle-même. Elle veut pouvoir se révéler. Et c'est là où ça commence à basculer. C'est souvent à ce moment-là. Oui. C'est souvent dans ce moment où l'un des deux personnes dans le couple imagine autre chose. Et c'est là où c'est très lié au corps. Parce qu'il y a des séparations qui sont très difficiles, il y a des séparations qui sont violentes, il y a des séparations qui sont longues, mais toutes les séparations ne mènent pas à la mort et à ces morts violentes-là. Pour que ces séparations, quand ces séparations mènent à la mort, il y a toujours un rapport très pervers au corps, un rapport que les hommes entretiennent avec le corps de la femme, qui n'est plus un corps humain, qui est un territoire qu'ils se sont appropriés, qu'ils colonisent totalement, et qu'ils ne peuvent imaginer, envisager, à la fois physiquement et psychologiquement, ils ne peuvent envisager ce corps ailleurs qu'en eux, dans leurs mains. Et c'est pour cela que souvent ces hommes se plaisent, inventent, imaginent la présence d'amants. Le mari de Chahinez, oui, même à son procès, là, en mars de cette année, il en a parlé, alors que les enquêtes policières ont prouvé que Chahinez n'avait absolument aucun contact avec quelqu'un d'autre. Le mari d'Emma a toujours parlé de plusieurs amants, et l'homme avec qui je vivais était obsédé par ça. Et c'est un rapport très pervers au corps qui se poursuit dans l'acte de tuer. Il y a dans ces féminicides conjugaux, je précise que c'est vraiment lié à la conjugalité, dans ces féminicides conjugaux, il y a ce qu'on appelle le surmeurtre. En anglais, c'est le overkill. Ça a été inventé d'abord en anglais. C'est le surmeurtre, c'est-à-dire ces hommes ne se contentent pas de tuer leur femme. Par exemple, pour les deux cas là, ma cousine Chahinez Daoud, RD aurait pu, pardonnez-moi cette expression, se contenter de faucher sa femme. Il ne s'est pas contenté de cela. Il l'a fauchée et puis il l'a écrasée plusieurs fois sous les roues de sa voiture. MB aurait pu se contenter, encore une fois, excusez-moi, de tirer deux balles dans les cuisses de Chahinez. Non, il l'a immolée. Et dans cette dimension du surmeurtre, il y a la dimension de la punition. La punition du corps, la punition de l'être, la punition de l'existence, la punition du visage. Le visage n'existe plus. Et donc, la famille, tous ceux qui ont aimé ce visage-là, tous ceux qui ont aimé ce corps, ne peuvent pas dire au revoir à ce corps-là. Donc, c'est un crime qui continue par-delà la mort, puisqu'on ne peut plus dire au revoir au visage. Les cercueils sont fermés, les enterrements se font très très vite, parce qu'il n'y a pas cette possibilité de revoir, d'où le surmeurtre. Et ce n'est pas anodin, parce qu'il participe à l'annihilation entière de l'existence de la femme. Il ne peut pas y avoir d'existence en dehors d'eux. Non. C'est un corps-objet, donc ils en font ce qu'ils veulent. Absolument, là, ça doit être réduit en cendres ou écrasé. Plus, oui. Ou écrasé. Ou écrasé. Alors c'est vrai que c'est des moments particulièrement difficiles à supporter, parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des faits divers. Donc nous sommes tellement avec elles que oui, ces mises à mort sont douloureuses et insupportables. Oui, en réalité, ce sont des faits divers, mais moi, en tant qu'écrivain, je voulais dépasser cela. Oui. Et peut-être aussi en tant que journaliste, je sais ce qu'il y a comme accablement, horreur et ressassement, et également oubli dans un fait divers. Il y a quelque chose qui nous accable sur le moment, qui nous choque en tant que citoyen, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant parfois que nation entière. Oui. Et ensuite,
un fait divers chasse l'autre. L'horreur est remplacée par une autre horreur et on peut passer à autre chose. Dans un livre littéraire, il y a la place pour la nuance des sentiments, la nuance de la bascule, la complexité de ce que c'est la conjugalité, le moment, l'inexorabilité aussi de ces choses-là. Alors, moi, je voulais qu'on aborde la question du silence. Parce que ce sont des histoires sans parole. On se dit toujours pourquoi n'ont-elles rien dit. À un moment, vous parlez de vous et vous dites, vous savez que vous avez été lavé, lessivé, annulé, et puis que vous n'habitez même plus votre corps, et puis en même temps, vous dites que vous auriez aimé avoir la preuve concrète et scientifique que cet homme exerce une magie noire sur vous, que vous pourriez dire que vous avez été envoûté, un bout de vous finalement qui aurait été envahi par la magie noire. Et il y a ça, et il y a même, vous allez chercher des explications en disant, bon, peut-être que de par mes origines, j'ai peut-être une prédisposition à être soumise, asservie, victime. Donc vous allez chercher dans un trait transgénérationnel qui viendrait de vos ancêtres, qui travaillaient dans les champs de canne à sucre, qui étaient sous domination coloniale. Donc vous cherchez quelque chose qui pourrait essayer d'expliquer finalement ce qui s'est passé. Et alors il y a cette question de la culpabilité quand même derrière lancinante et silencieuse qui n'arrive pas, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en mots et que vous essayez de nous transmettre, à moins que ça soit, j'ai pensé aussi à la question de préserver la dignité, préserver sa dignité par le silence. Parce que vous dites à un moment que même mortes, ces femmes ne sont pas, on leur vole leur dignité. On les infantilise, on a parlé de la petite Chahinez, la petite Daoud. Voilà, soit elles sont infantiles, soit elles sont co-responsables. Elles ont des amants, elles ont fait des choses horribles. Voilà. Donc on a l'impression que ça maintient aussi la question du silence, mais il y a aussi quelque chose d'interne qui ne permet pas aux mots, parce que peut-être ça salirait d'aller dire quelque chose de ce qui se passe à l'intérieur de... Je ne sais pas si je suis claire. Ce silence, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que les mots n'arrivent pas, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à les sortir de la maison, qu'on n'arrive pas à en parler, qu'elles ne trouvent pas une oreille. Est-ce qu'il n'y a pas d'oreille? Est-ce qu'elles ne trouvent pas d'oreille? Est-ce qu'elles ne veulent pas d'oreille? Alors, il y a deux choses dans votre question, si je peux me permettre. Il y a d'abord la démarche littéraire qui est de... vous savez, je vais vous dire la vérité, c'est mon 12e livre et c'est la première fois que je parle de ça. Et je crois que, en toute honnêteté, en toute sincérité, avant la mort de Chahinez, ce n'était pas du tout mon intention. Parce que ce qui m'était arrivé m'appartenait. Je ne l'avais pas oublié, mais je ne l'avais pas enfoui, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je m'étalais, ce n'est pas quelque chose dont je parlais. Je le transportais un peu comme on transporte une plante qu'on n'arrose pas forcément, mais une plante d'appartement en appartement. Et quand j'ai envisagé ce livre-là, dans une sorte de flou, flou littéraire, je ne savais pas du tout où j'allais, qu'est-ce que ça allait donner. J'avais vraiment une envie d'une forme à trois, de 3 voix, de 3 temps, à la fois le temps des fantômes et des vivants, le temps de la littérature, de l'explication, de l'observation. Et c'est parce que je veux vraiment, parce que je me dis toujours que ce travail d'écrivain, ce travail d'écriture, qui est d'écrire sur, en tout cas même d'imaginaire, qui est d'écrire sur d'autres que soi, nous nous autorisons ces choses-là, sans jamais de permission. Chahinez, Daoud et Emma étaient déjà mortes. Elles ne m'ont pas donné la permission de raconter leurs histoires. Leurs parents me l'ont donné, mais pas elles. Elles n'étaient plus là. Et je me disais que pour être au même niveau, il fallait que moi, m'a fait rester dans cette relation. Et c'est une démarche d'observation et de compréhension par la littérature pour savoir comment
moi, jeune fille, 17 ans, écrivant déjà, avec des parents présents, un frère, une grande famille, comment j'ai pu me laisser entraîner, j'ai pu me laisser comme ça, groomer par quelqu'un qui avait presque 40 ans de plus que moi. Et cette démarche-là, c'est une démarche à la fois de compréhension, mais c'est aussi, je crois, une démarche parce que j'étais très en colère envers cette jeune fille. J'étais très en colère que souvent je me suis dit, je n'avais pas d'esprit, que je n'avais pas d'intelligence, et je savais que j'en avais. Et pour moi, la littérature, c'est le lieu de l'esprit. C'est le lieu de l'intelligence, c'est le lieu de la complexité. Et c'est par cela que j'ai pu rattraper, retrouver cette voix, cette compréhension qui m'a échappé à ce moment-là. Et pour parler du silence d'Emma et de Shahnez, elles ne sont pas restées silencieuses. Elles ont parlé, mais le grand problème de ces relations, c'est que il existe quelque chose de très marécageux, de très moite dans ces relations-là, c'est que les femmes qui sont dans une relation violente se sentent parfois beaucoup plus en sécurité en face de leur mari, de leur compagnon, de leur copain, que hors d'eux. Et donc, ce sont des femmes qui partent et qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Et l'entourage finit par leur dire « mais tu nous fatigues, tu dis que tu veux partir, tu dis qu'il te bat, tu vas porter plainte, ensuite tu retires ta plainte. » Voilà. Et ce silence-là, il se fait comme cela, parce qu'elles ont fatigué, entre guillemets, leur entourage en leur disant « je vais partir, je n'en peux plus », mais elles reviennent et l'entourage ne comprend pas. Et le silence, il arrive là, à ce moment-là. Elles maîtrisent mieux la situation Absolument. Quand elles sont avec que quand elles sont Absolument. sans. Donc, elles reviennent pour maîtriser la situation, pour C'est-à-dire essayer de s'en que dégager. Enfin, je pense que si ces que femmes avaient une sécurité... Non, pardon, excusez-moi. Non, je comprends mieux. En vous entendant, tout d'un coup, je prends conscience du sens de ce mouvement, de la fatigue, en effet, de leurs interlocuteurs, parce que ça, je l'ai beaucoup entendu. Hein. Non, mais je lui ai dit plein de fois, il y retourne. Bon, il y a un moment, je ne peux plus rien faire. Quoi. C'est ça. Ça, c'est avec de la colère aussi. Il y a une colère contre la femme qui retourne. Et à vous entendre, j'entends que finalement, il y a quelque chose de plus sécurisant. C'est terrible de dire ça comme ça, mais de plus sécurisant dedans que dehors. Absolument. C'est plus sécurisant dedans que dehors parce que la sécurité à 100% n'existe pas encore dehors. Depuis la sortie du livre, je rencontre beaucoup de monde et j'ai des personnes qui me disent qu'ils ont dû cacher, mais vraiment ce terme-là, cacher une sœur, une fille et n'en parler à personne pour qu'elle soit en sécurité. J'ai rencontré des policiers qui me disent que certaines femmes viennent porter plainte et elles sortent du commissariat et le mari les attend dans la voiture. Et donc, le lendemain, elles reviennent, elles retirent leur plainte. Et donc, il y a là quelque chose à faire sur la sécurité en dehors. Et la réponse du foyer, du refuge pour les femmes n'est pas assez encore assez pensée. Après, vous savez, je dis ça, elle est peut-être pensée, mais quitter son foyer, ce n'est pas anodin. Quitter la maison, parce que même dans une maison violente, même dans une maison où il y a des coups, même dans une maison où il y a énormément d'humiliation, c'est une maison qui représente un foyer pour les femmes. C'est un foyer qu'elles investissent de leur amour. Et d'ailleurs, c'est intéressant à noter que souvent, les hommes qui tuent leurs femmes, après, ont une démarche de destruction du foyer, par le feu,
il saccage les choses et c'est difficile de quitter le foyer qu'on a construit. Il y a parfois des enfants, il y a parfois des souvenirs, il y a toutes ces choses qui agissent. Ça semble banal, mais ça peut agir. Il y a la photo de ses grands-parents qu'on aime tant et qu'on a laissé dans la maison. Il y a l'objet qu'on aime tant et qu'on a laissé. Tout ça, ça compte, vous voyez ? Et l'entière sécurité, elle n'arrive pas comme cela. Et il y a, alors je voulais aborder la question de votre écriture. Alors j'ai retrouvé un peu ça dans Tropique de la violence, mais beaucoup plus dans cet ouvrage-là, beaucoup plus fort. C'est la question de la respiration. La respiration, il y a un très joli auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Marielle Massé, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Respire, où elle nous rappelle qu'on consent à respirer. On consent à prendre de l'air, mais on prend l'air et on prend l'autre. On prend l'air, on prend l'autre et on expire après de l'air et de l'autre. C'est-à-dire qu'on crée l'écart, mais c'est nous qui prenons cette respiration. Et je trouve que parfois, vous nous avez mis dans votre écriture, dans quelque chose de presque une asphyxie, tellement vous nous faites aller vite. On n'a presque plus le temps de penser. Il y a quelque chose d'extrêmement rythmé, d'extrêmement rapide. J'en ferai un petit passage. Et puis, il y a aussi le fait que ces hommes décident de votre respiration et de votre volonté de vivre. Ils prennent cette volonté. C'est eux qui décident si vous allez respirer ou pas. Et je voulais noter à un moment, vous parlez, soudain la mort, c'est la conscience de la taille de mon cou. Jamais je n'ai imaginé qu'il puisse tenir si facilement dans une main. Jamais je n'ai pensé à la fragilité de cette partie du corps qui tient ma tête, mon cerveau et toutes mes pensées, mes rêves et les poèmes, tous ces poèmes qui sont là, qui attendent pour dérouler leur musique, tout mon savoir de la manière dont naît une île à la capitale de la Namibie, au record du monde du 100 mètres, à ces sonnets de Shakespeare, aux paroles entières de Ne me quitte pas, au premier paragraphe de L'étranger, au nom de l'arbre qui porte les kiwis, aux dates de naissance de mon frère, ma mère, mon père, mes grands-parents, mes meilleurs amis. Donc là, on commence déjà ça va vite déjà là. Mais cette prise de conscience que cette respiration, expire, inspire, ils veulent prendre la main, et c'est vraiment le cas de le dire, la main sur le cou, qui vient jouer avec je t'étrangle pas. Tu respires un peu, pas beaucoup, tu n'y arrives plus. Ah oui, j'arrête, je reprends. C'est des moments très douloureux, mais qui aussi montrent cette emprise même sur la respiration, ce à quoi on doit consentir nous-mêmes. Oui, c'est intéressant, mais l'écriture est un exercice à la fois de distance et de respiration. Quelle est la distance que nous consentons, que nous voulons avec les personnages, avec ces personnes-là, et comment cette distance, elle, influe sur l'écriture, sur la langue, sur un rythme. Et c'est drôle parce que le passage que vous avez lu, moi je l'ai écrit très lentement. Je ne l'ai pas écrit aussi vite. Et voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant parce que après le livre, il est donné au monde et chacun a sa propre respiration, son propre temps, sa propre distance avec les choses. Et moi, cette liste-là, c'est une liste que j'ai faite presque avec amour parce que je pensais à toutes les choses qui existaient dans ma tête. Et je sais que c'est une liste que j'ai faite lentement. Bien sûr, il n'y a pas la ponctuation est très importante, il n'y a pas de point à la ligne, il n'y a que des virgules, mais voilà, pour moi, c'est un passage beaucoup plus lent, comme une très lente expiration des choses, et c'est un passage que j'ai écrit comme une encre très noire au début, et qui s'amenuise peu à peu, vous voyez. Il faudrait presque que chacun, là, dans la salle, lise ce passage pour qu'on voit
si vous êtes asphyxié ou pas. Ou si je n'ai pas voulu que le lecteur, loin de moi cette idée-là. Au contraire, c'était pour comprendre le souffle, parce que là on parle de quelque chose de très particulier qui est l'étranglement. Oui. Qui rappelle la question le rapport à la respiration, à la vie, comment au silence. Je consens, comment je décide de prendre cette terre. Oui, mais ça rappelle ce que vous avez dit avant, qui est le silence, les mots, la prise de parole. Le cou, c'est un endroit très fragile, mais c'est aussi un endroit qui relie à la fois l'esprit et les seins. Et tout ce qui concerne la sexualité, le corps, c'est un endroit qui est très accessible, très un endroit de désir d'abord, et qui devient un endroit par lequel on peut empêcher l'autre de parler, de dire ce qu'il a à dire. Donc là, vraiment, c'était des... Et c'est quelque chose qui peut être mis en parallèle dans plusieurs de ces à la fois chez Shahnaz Daoud et chez Emma. Il y a d'autres moments où moi j'ai eu le sentiment aussi que ça allait très vite, mais je veux bien que vous me disiez, quand vous décrivez ouvrir la grille de la porte, m'attraper, m'immobiliser, me calmer en m'assénant des claques rapides, sèches et fortes, me saisir la tête, appuyer dessus, me regarder droit dans les yeux, ne pas courir à ma suite, me laisser m'échapper, ne pas crier, prendre la clé de la voiture, etc. Ça aussi c'était... Non. Je suis dans... Parce que moi, là, ça aussi, ça m'a... Vous voyez, j'ai été pris par cette... Alors qu'il y a des points... Mais je l'accepte tout à fait. C'est que, pour moi, là, c'est vraiment la mémoire qui m'échappe. La mémoire même de ce que ça veut dire, faire une phrase complète. Il ouvre la grille de la porte, il descend les marches de l'escalier, il ouvre la porte de la voiture, il me fait rentrer dans la voiture. Tout ça m'a échappé et ne reste à ce moment-là que ce qui font les mots et juste les mots. Saccadés comme ça. Voilà, c'est juste ça qui me restait dans cette mémoire-là. Et je trouve qu'il n'y a qu'un endroit, c'est le livre littéraire pour pouvoir dire ça, pour pouvoir, en tout cas, suggérer comment, dans ces moments de grande violence où le temps nous échappe, le temps à la fois chronologique du temps qui passe, mais le temps aussi des gestes et de tous ces gestes qui nous relient aux grands gestes de violence et tout ce qui existe entre le temps de la nuit, parce que ça se passe la nuit et je ne voyais pas très bien, mais peut-être que c'est ce que j'imagine aussi. C'est horrible parce que je vois le temps qui passe et je me rends compte que j'ai droit plus qu'à une question, sinon je vais priver la salle de leurs propres questions et ça, c'est pas possible. Donc je vais aller sur l'interview récente de Margaret Atwood, cette écrivaine canadienne qui a écrit La Servante écarlate. Et alors elle a fait une publicité, je ne sais pas si vous l'avez vue sur son ouvrage. En fait, elle est avec un chalumeau et elle essaye de brûler son livre qui ne brûle pas. Alors, il paraît qu'ils s'y sont pris à pas mal pour faire la pub. Et le message, c'est « parce que les mots puissants ne peuvent pas être effacés ». Bon, j'ai trouvé ça, vous pourriez demander à votre éditeur de vous faire un truc dans le genre, parce que justement, elle travaille sur la question des droits des femmes depuis toujours. Et voilà, ces mots puissants ne doivent pas être effacés. Mais elle a dit quelque chose que j'avais envie de vous confier. Elle a dit à un moment, écrire, c'est plus que dire. Et je m'étais dit qu'on pourrait peut-être, terminer alors du coup, puisque je n'ai plus beaucoup de temps. Écrire, c'est plus que dire. Bien sûr, écrire, c'est une autre manière de dire, c'est une manière de dire avec de la distance, c'est une distance que l'auteur choisit, une manière de dire avec complexité. Mais il me semble que dans La Nuit au cœur, il y a aussi plusieurs types d'écriture. On a parlé de ce premier chapitre qui est un chapitre romanesque, mais il y a l'écriture de l'observation très précise, il y a l'écriture du ressassement, mais pourquoi c'est arrivé, il y a l'écriture
de l'hésitation et il y a l'écriture de l'écriture aussi. Comment on écrit ces choses-là? Comment faire pour que ces choses-là ne soient pas dévoyées à leur tour par l'écriture? Donc, bien sûr, écrire, c'est plus que dire. Moi, j'ai envie de terminer par une phrase de Margaret Atwood qu'elle a dit il y a quelques années. C'est les hommes ont peur qu'on se moque d'eux et les femmes ont peur qu'on les tue. Ah oui. Eh bien, écoutez, Natacha, merci vraiment 1000 fois. Je voulais vous dire que vous m'avez donné beaucoup de joie. Avec cet ouvrage, il y a des moments très durs, mais beaucoup de joie. Et la joie a été décuplée par les prix que vous avez reçus, et en particulier ceux donnés par les lycéens. Je trouve que c'est beaucoup d'espoir avec cette génération future qui se préoccupe justement de l'égalité des droits, de préserver les hommes, les femmes de la violence, qui sont sûrement des militants de la paix aussi. Et donc, voilà, beaucoup de joie et de plaisir. Alors, c'est un honneur immense d'avoir pu parler avec vous. Merci à vous, Natacha. Voilà, donc on va allumer un petit peu la salle. On a pris un peu de temps, mais ça passait tellement vite, j'ai l'impression de rien vous demander, c'est incroyable. Et voilà, et il y a des questions. Regarde, Vincent, regarde tout en haut, il y a plusieurs mains levées, à gauche, au milieu. Tu vois, voilà. C'est vous que j'ai vu en premier. Bonsoir. Il m'a semblé qu'à plusieurs reprises dans le livre, vous interpelliez la littérature pour voir comment elle pouvait vous aider, allait vous aider. Voilà, je voulais interroger votre rapport. Oui, merci pour cette question. Bien sûr, je me suis posé la question en fait, c'est une question qui m'est apparue de manière assez accablante et avec laquelle j'ai été seule. C'est la première fois où je suis allée voir les parents de Shahnaz Daoud. Ils avaient accepté de me rencontrer. J'avais déjà commencé à travailler sur ce livre, à l'envisager. Voilà, ils ont accepté et je suis allée chez eux et j'étais tétanisée. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Je ne suis rien, je n'écris pas d'article, je ne sais même pas si un jour j'arriverai au bout de ce projet. Et qu'est-ce qu'un livre peut faire? Donc j'ai été, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, quand ils m'ont regardée, je leur ai dit, je voudrais écrire un livre. Je n'ai jamais dit je voudrais écrire un livre sur votre fille. Je n'ai jamais dit que je voulais écrire un livre sur les féminicides. Non, j'ai juste dit je voudrais écrire un livre. Et figurez-vous que cette phrase a eu un effet magique. Ils ont dit d'accord. Et ils m'ont donné une grande leçon ce jour-là. Avec ce mot-là, le livre, ils m'ont accueilli. Ils m'ont parlé quand j'ai voulu leur parler. J'ai respecter leur silence aussi. Mais moi, je me suis beaucoup interrogée sur ce que ça fait, ça, d'être dans un livre, ce que ça fait quand un livre est lu. Et je pense aussi que je m'interrogeais aussi sur mon propre rapport à la littérature. Moi qui suis arrivée à la littérature seule, dans mon coin, et qui ai rencontré cet homme qui était lui-même écrivain, et qui m'avait montré, que je pensais me montrer une sorte de vision de la littérature qui m'avait complètement perdue et éloignée de moi-même. C'est en cela que je l'ai interrogée, que je l'ai retournée. Mais en la retournant, je retournais également la langue. J'avais cette intention, cette ambition, ce désir que chaque mot n'existe que pour ce qu'il dit et pas pour un autre mot. J'aurais voulu me transformer en laborantine
de littérature pour qu'il y ait à la fois le mot et l'envers du mot, vous voyez. Mais je me rends compte aujourd'hui avec justement les rencontres pour le Goncourt des lycéens, pour le Renaudot des lycéens, combien la littérature a ce pouvoir incroyable qui est de faire naître l'empathie. Si en lisant un livre, on se met quelques secondes, ne serait-ce que quelques secondes à la place d'eux, c'est déjà un grand chemin parcouru. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, sans vouloir faire le plaidoyer, disons, de la nature masculine, ce qui m'interroge, si vous voulez, c'est que votre livre, effectivement, décrit une situation de souffrance, donc des victimes. Vous avez été une victime vous-même. Mais vous avez dit à l'origine de votre présentation que les hommes étaient après tout, ces hommes-là étaient après tout des hommes normaux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'antécédents familiaux qui les poussent à faire des choses hors du commun, je dirais. Bien. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est effectivement, et que c'est une chose sur laquelle je pense qu'il faudrait s'interroger davantage, c'est pourquoi en sont-ils arrivés là? Et ça, personnellement, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas si... Je n'ai pas lu votre livre, donc je ne sais pas oui, si... c'est ça. Je ne vais pas vous le divulgacher. Voilà. Parce que ma question, c'est est-ce que on pourrait considérer que c'est la nature profonde de l'homme qui le pousse à faire ça? On pourrait dire aussi qu'il y a des circonstances au sein du couple qui le poussent à faire ça. Et on pourrait se demander, par rapport au comportement de la personne avec laquelle il vit, si cette personne n'est pas non plus à l'origine de ce syndrome, je dirais, de cette catastrophe. Alors... Voilà, je me fais huer. Merci. Merci. Mais je me pose la question. Mais vous, c'est important. Bien sûr, vous avez le micro. Ce n'est pas un livre qui participe à la guerre des sexes. Ce n'est pas un livre de genre. Et quand je dis ils ne sont pas entièrement mauvais, je parle de 3 personnes, pas de tous les hommes. Voilà. Donc, je ne pourrais pas vous dire... Alors, peut-être que je serai huée à mon tour. Il se trouve que quand on est sur la liste du Goncourt, on est aussi sur la liste du Goncourt des lycéens, mais également sur la liste du Goncourt des détenus. Et donc, j'ai pas fait beaucoup de rencontres, hein, parce que j'ai fait une rencontre à la prison des femmes de Rennes. Et j'ai déjà écrit un roman qui se passe dans la prison, et figurez-vous que je pensais savoir des choses, et on en apprend tous les jours. Et j'ai appris que de la population carcérale française, dans les prisons françaises, 3% seulement sont des femmes. C'est un chiffre qui est absolument terrifiant, qui dit une statistique tellement parlante. Seuls 3% de la population carcérale, et ce sont des femmes. Et donc, de cette lignée, de ces raisons, de cette hyper-psychologisation qui existe dans les procès, qui a existé dans le procès de Shahinez Daoud, qui tend à les inscrire dans une lignée de violence en disant ils violent parce qu'ils ont été violés, ils infligent de la violence parce qu'ils ont... Et c'est normal, c'est tout à fait normal d'une société progressiste et moderne d'essayer d'expliquer, c'est tout à fait normal. Pourtant, en rentrant dans la prison, j'ai eu cette pensée qui m'a fait éclater le cerveau, c'est que la plupart des victimes de violences physiques, sexuelles, ce sont des femmes. Et si les femmes décidaient de reproduire à leur tour toutes les violences qu'elles ont reçues, eh bien, je crois que notre société serait à feu et à sang. Mais peut-être que les femmes ont plus de recul, distance, de cœur, je ne sais pas. Mais ça m'intéresse de savoir pourquoi nous ne reproduisons pas systématiquement. Pourquoi notre pensée, elle n'est pas
vide. Pourquoi le mal nous interroge et pourquoi nous nous interrogeons aussi sur nos corps et la manière dont nous offrons nos corps, dont nos corps sont donnés et dans la manière dont nos corps sont pris. Ah, je ne suis pas huée, c'est pas mal. Bien au contraire. Est-ce qu'on peut faire une dernière question? Vincent, tu nous autorises? Oui, une dernière question, si je vois un bras clair. Eh bien, je pense qu'il n'y aura pas de dernière question, et que par contre, il y aura une séance de dédicace. Voilà, alors, il y a une séance de dédicace, elle est juste à côté d'un... Non, attends, une dernière question. En haut, milieu, là-bas. Il y a quelqu'un qui force quelqu'un à parler? Non. Vous êtes désigné volontaire. Alors moi, il faut que je mette mes lunettes, c'est très haut, mais bon, après, c'est Vincent. Alors, j'avais une question pour vous sur justement les procès auxquels vous avez peut-être pu assister, oui, et la manière dont la justice ou la société, d'une certaine façon, prend à cœur ou à corps ces questions des victimes des oui, violences conjugales. Je voulais savoir si, dans le fond, vous aviez une réponse dans le côté judiciaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui s'est ouvert, une fenêtre de compréhension, quelque chose? Merci pour cette question, monsieur. Je trouve que en France, les choses bougent beaucoup en ce moment, ont beaucoup bougé en Espagne, bougent un peu en Italie. En France, alors là, je ne parle pas de la violence conjugale, je parle vraiment des féminicides conjugaux. Parce que la violence conjugale ne veut pas dire arriver à cet acte-là. Quand ces affaires-là arrivent devant la justice française, elle est exemplaire, elle est plutôt exemplaire. C'est-à-dire, le mari de Chahinez a été condamné à perpétuité. La peine la plus... Voilà, il n'a pas été condamné à la peine réelle, parce que la perpétuité réelle, c'est pour ceux qui perpétuent des attentats ou qui tuent des chefs d'État et des militaires. Lui, c'est juste en dessous. En plus, il a une peine de sûreté. Il ne sortira pas. Donc, ce moment-là, ce temps-là, il est plutôt exemplaire en France. En plus, il y a vraiment des nouveaux magistrats, des jeunes magistrats qui essayent vraiment de faire bouger, notamment on a parlé littérature de mots, dans les mots, dans ce que ça veut dire les choses, un mot précis. Et récemment, j'ai rencontré un élève magistrat qui m'a dit qu'ils essayaient de faire en sorte qu'il y ait un délit particulier pour l'étranglement. C'est-à-dire, quand on va porter plainte, une femme va porter plainte pour étranglement, ce n'est pas pris comme une violence comme une autre. C'est une petite sonnette d'alarme qui se met en place parce qu'on sait que 68% des féminicides conjugaux commencent par un étranglement. Donc il y a quand même des choses qui se font. Le flou, il est dans la... voilà, c'est ça. Dans l'avant, dans la prise de parole. Comment la plainte est reçue, par qui elle est reçue, comment... Vous savez, tout le monde ne prend pas la parole dans un commissariat de la même façon. Qu'on soit une intellectuelle, qu'on ait des enfants, que le français soit notre langue première, notre langue maternelle, qu'on soit quelqu'un de très connu dans le coin, donc on hésite à prendre la parole. Donc c'est là où les choses, le travail doit se faire, je crois. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à la prochaine conférence. À bientôt.